Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Il était un pur produit de ce que les manifestants du mouvement de contestation appellent le système. Le général Salah a battu un record à la tête de l'armée et est resté un fidèle de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Mais le départ forcé de celui-ci n'a pas entamé son influence. Au contraire, il était au centre de la transition alors que les manifestants réclamaient aussi son départ. Sa mort a surpris beaucoup d'Algériens. Il avait disparu une dizaine de jours, on le disait malade, fatigué, mais il est revenu au devant de la scène et jusqu'à la prestation de serment du président de la République. Il semblait fatigué, certes, mais il était bien vivant. Il marchait, il a reçu sa distinction, il s'est déplacé jusqu'au président pour recevoir sa distinction. Et il était écoutez, c'est un homme de 80 ans. Général de corps d'armée et vice-ministre de la Défense, Gaïd Salah a intégré à 17 ans les rangs de l'armée de libération nationale qui combattait alors le pouvoir colonial français. En avril 2019, sous la pression de la rue, il avait exigé et obtenu la démission du président Bouteflika. Donc le processus a pris fin le 12 décembre dernier avec l'élection du président de la République. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec ce qui s'est passé. Le processus a réussi. Le nouveau président a décrété un deuil national de 3 jours. Abdelmajed Tebboune a aussi nommé le patron des forces terrestres, le général Saïd Chankria, comme chef d'état-major des armées par intérim. Victime de viol alors qu'elle n'avait que 15 ans, Radi, c'est comme ça que nous l'appellerons, s'est tue pendant 7 longues années. C'est l'un de ses professeurs de collège qui a abusé d'elle. Mais au Sénégal, le viol est un sujet encore tabou dans de nombreux milieux et la loi du silence prévaut souvent. Je ne pouvais vraiment pas dire à ma mère tout ce qui s'est passé. Je n'avais pas confiance non plus à mes amis pour en parler. Moi, je vis dans une famille nombreuse. Mon père a 3 femmes. Comment ils vont passer de moi? Comment je vais devenir? Après, je me dis que c'était mieux de vivre comme ça, de continuer. Il y a quelques mois, elle ose enfin briser le tabou auprès de cette association Youth Women for Action. Ça devient souvent ces images de ce que tu avais vécu. Tout comme de nombreuses autres organisations de la société civile, Iwa milite pour un changement du code pénal sénégalais en ce qui concerne le viol. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme un simple délit. Alors il y a quelques semaines, la récente annonce d'un projet de loi criminalisant le viol a été reçue comme un soulagement. Nous avons besoin que ça change, nous avons besoin d'être en sécurité. Pour dire vrai, les filles ne sont pas en sécurité, les femmes ne sont pas en sécurité. Et qu'aujourd'hui, voir qu'il y a ces sanctions qui sont là, qui peuvent protéger les victimes, donc ça nous rassure. Mais à la lecture du projet de loi, c'est la douche froide pour les associations. Le viol n'est criminalisé qu'en cas de circonstances aggravantes. Autrement dit, viol ayant entraîné la mort, une mutilation ou encore une infirmité. Pour l'association des juristes sénégalaises, le viol en tant que tel n'est donc pas criminalisé. Lorsqu'on fait une analyse des peines qui devraient être prononcées ou qui sont prévues plus exactement, on se rend compte que finalement, avec le jeu des peines planchées, on arrive à une peine qui est semblable à celle qui existait avec la loi de 99. À travers ces 7 boutiques de droit installées dans le pays, l'association des juristes sénégalaises a recueilli 1206 cas de violences sexuelles entre janvier et octobre 2019. Elle compte militer pour que le projet de loi soit amendé avant son passage à la commission des lois de l'Assemblée nationale.
La semaine dernière à Washington, Donald Trump est devenu le 3e président américain mis en accusation après un vote à la Chambre des représentants sous la présidence de la démocrate Nancy Pelosi. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Chambre, j'ouvre solennellement et tristement le débat sur la mise en accusation du président des États-Unis. Si nous n'agissons pas maintenant, nous manquerions à nos devoirs. Les démocrates accusent M. Trump d'avoir abusé du pouvoir de la présidence dans son intérêt personnel. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, estime que ce processus de mise en accusation est politiquement motivé. Pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine, nous avons vu une faction politique au Congrès promettre, dès la fin de l'élection présidentielle, qu'elle trouverait un moyen de l'annuler. Mitch McConnell a rejeté la demande des démocrates de faire témoigner des collaborateurs présidentiels clés lors du procès de mise en accusation de Donald Trump. J'attends encore qu'on nous explique comment moins de preuves vaudrait mieux que plus de preuves. 4 témoins, seulement ceux qui ont une connaissance directe des accusations portées par la Chambre, ceux qui pourraient fournir de nouveaux témoignages pertinents et potentiellement éclairants. Le républicain Ron Johnson a déclaré dimanche que les accusations portées contre le président Trump ne pesaient pas bien lourd. Je soutiendrai le président dans le type de procès qu'il souhaite et pour le type de témoins qu'il souhaite amener. Je pense également qu'il serait tout à fait approprié que la Chambre plaide sa cause, que le président plaide la sienne, puis qu'on le décide quoi faire. Le Congrès est suspendu pour les vacances jusqu'à début janvier, lorsque les législateurs de la Chambre pourront décider d'envoyer leurs articles de mise en accusation au Sénat pour jugement. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons une petite séance de rattrapage. Il s'agit de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Arzouma, l'actualité tech cette semaine, c'est quoi? Eh bien, John, on se rend au Nigeria qui veut se doter de 2 projets de loi pour réglementer la parole sur Internet et sur les réseaux sociaux en vue d'éliminer les discours de haine et la propagation des fausses informations. Un groupe de législateurs a présenté les 10 projets de loi en novembre dans le cadre d'un effort de lutte contre les idéologies extrémistes. Mais il faut savoir qu'environ un tiers des 113 millions d'internautes nigérians qui possèdent donc des comptes sur les réseaux sociaux et les opposants craignent que ces nouvelles mesures n'étouffent la liberté d'expression et criminalisent le fait de critiquer les politiques publiques ou des fonctionnaires. Je vous propose d'écouter Ariyo Dare. Il est membre de la coalition contre les lois sur Internet. Ces 2 projets de loi entraveront le droit des Nigérians à exprimer leur opinion. Nous avions l'habitude au Nigeria d'avoir le pouvoir judiciaire comme dernier recours. Mais actuellement, même le pouvoir judiciaire est exploité par l'exécutif. Donc le dernier recours et le dernier espoir du citoyen ordinaire aujourd'hui, ce sont les médias sociaux et c'est exactement ce que l'un de ces projets de loi a l'intention de récupérer. Et j'ai envie de vous demander, Arzouma, que prévoient donc ces 2 projets de loi en cas d'infraction? Mais en fait, si la loi sur les médias sociaux est adoptée, les éventuels contrevenants pourraient payer jusqu'à $825 d'amende et purger une peine de 3 ans de prison. Quant aux auteurs des discours de haine, ils pourraient encourir des sanctions encore plus sévères. Les opposants aux 2 mesures ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Martin Obono est un avocat des droits de l'homme, on l'écoute. La Constitution, en son article 4, garantit des libertés, donc il y a des libertés fondamentales que la Constitution garantit à tout le monde au Nigeria. Vous avez donc la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association et le reste. Ce sont toutes ces libertés qui constituent l'espace civique. Si quelque chose affecte ces libertés, cela signifie automatiquement que vous les limitez. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les projets de loi sont suspendus jusqu'à la nouvelle audience publique l'année prochaine. Dans l'intervalle, les opposants, eux, continuent d'exiger leur élimination. Chaque semaine, chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. D'abord, une question pour vous, John. Qu'est-ce qui est une énergie propre, qui n'émet aucun gaz à effet de serre et est gratuit, inépuisable, disponible partout dans le monde? Je dirais pas la Lune, ça doit être le Soleil. Bonne réponse.
Eh bien, distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil fournit toutes les 50 minutes suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins de la planète. Alors, l'énergie solaire, c'est quoi? Comment ça marche, un panneau solaire? Explication. Les panneaux solaires produisent de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Découvert par le physicien français Antoine Becquerel en 1839, ce processus est appelé effet photovoltaïque. Les panneaux solaires sont constitués de composants électroniques en silicium, qui est un matériau semi-conducteur dérivé du sable. Lorsque les photons composant de la lumière frappent les panneaux, les électrons de silicium commencent à se déplacer, créant un courant électrique continu. Le courant passe par des torrents métalliques appelés cordes qui les transportent à travers des semi-conducteurs connectés en série. Ensuite, un onduleur convertit ce courant en courant alternatif. L'électricité créée peut ensuite être transférée vers des accumulateurs. Il peut être utilisé sur site ou vendu à un fournisseur d'électricité. Inépuisable et propre, l'énergie solaire peut même être générée dans des conditions nuageuses, car ce n'est pas la chaleur qui compte, mais plutôt le rayonnement solaire. La puissance de sortie du panneau solaire est calculée en kilowatts crête, qui est la quantité maximale de puissance qu'un panneau peut créer dans des conditions optimales. La puissance solaire dépend de l'ensoleillement, de la latitude, de l'orientation et de la surface. Actuellement, seulement 2% de la demande mondiale est satisfaite par des panneaux solaires. Alors, ajoutons, John, que le Maroc est le pays, abrite l'une des plus grandes centrales solaires au monde, dans le désert de Ouarzazate. Arzouma, qui dit technologie, dit folie d'invention. De quelle folie parlons-nous cette semaine? Se déplacer en fauteuil roulant manuel entraîne au fil du temps une charge élevée et répétée sur les épaules, pouvant causer des douleurs chroniques. Et pour y remédier, la société Permoville a développé le Smart Drive MX2. C'est un système d'assistance électrique conçu justement pour améliorer la vie et protéger les bras des utilisateurs de fauteuils roulants manuels. Initialement développé en 2012, le Smart Drive s'adapte à votre chaise avec peu ou pas d'ajustement. Grâce à la montre Push Tracker E2, l'utilisation du Smart Drive est encore plus facile que jamais. Les commandes sont activées par des gestes qui permettent de démarrer le Smart Drive d'une simple tape de la main. Il est disponible au prix de $6 000. Et c'est tout pour Afrotech. Je vous retrouve la semaine prochaine avec encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Le millionnaire Haki Agdeniz est toujours occupé. Il vit dans un petit appartement new-yorkais, bien qu'il puisse facilement s'offrir un penthouse et une Bentley. Je ne rêve pas de gagner plus d'argent. Je rêve de ce que je peux léguer. L'important, ce n'est pas combien on possède. Je suis une personne très simple, croyez-le ou non. Ma montre coûte peut-être $100. Puis-je acheter une Rolex? Oui, absolument. Mais pourquoi? Agdeniz, 39 ans, est né dans une famille kurde de 17 enfants. À la recherche d'une opportunité, il a déménagé au Canada durant son adolescence et en 2001 s'est rendu à New York à la recherche d'une vie meilleure. À son arrivée, il a tenté de contacter un ami américain qui avait promis de l'aider, mais ce dernier n'a pas décroché le téléphone. Je ne devrais pas oublier ce jour parce que c'était le jour le plus important de ma vie quand je suis venu ici. Un hôtel bon marché, un banc dans une gare, le prochain arrêt était un refuge pour sans-abri appelé Mission Bowery où Agdeniz a passé 3 longs mois. Nous étions peut-être 25 à 30 à dormir dans ma section. Les gens pensent que c'est facile de vivre dans un abri, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la liberté. Il a réussi à trouver du travail dans une pizzeria où, en plus de faire la vaisselle, il a appris à découper correctement la pizza, puis à la faire cuire. Agdeniz travaillait 19 heures par jour, essayant d'économiser chaque centime. Des années plus tard, il avait économisé suffisamment pour acheter sa propre pizzeria. Avec des centaines de ses restaurants dans la même ville, cela n'a pas été facile. Puis, il a remporté un concours de pizza et un magazine a imprimé un article avec ses photos. C'était le début de sa popularité et de son succès. Qu'est-ce que cela m'a fait d'être célèbre? Mes gars ont dit « Waouh, les gens viennent ». Les gens ont acheté le magazine. Ils ont pris des photos avec nous. Il y avait même une file d'attente dehors. Dieu m'a béni et j'ai ouvert un deuxième restaurant. Son surnom de champion est devenu le nom de sa chaîne qui compte désormais 14 restaurants.
Agdeniz est devenu célèbre, il a pris la parole à l'ONU, son compte Instagram est suivi par 4 millions de fans et la vidéo où il nourrit les sans-abri a enregistré 400 millions de vues. Il n'a jamais oublié ce que c'est que d'être sans-abri à New York et tous les mercredis, il revient aider. L'argent va et vient, dit-il, et sa seule valeur ne peut être mesurée que par ce qui reste après qu'on l'a dépensé. Un sourire, un câlin, mais surtout de l'espoir. Bonsoir à tous et bonsoir John. Effectivement, comme vous l'annonciez en titre, on connaît le trio final en lice pour le Ballon d'Or africain 2019. L'Égyptien Mohamed Salah, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané sont les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, selon la liste dévoilée par la CAF. Suivez. Si la concurrence était rude l'année dernière entre Mohamed Salah et Sadio Mané, cette fois-ci, le Sénégalais part grandement favori. L'Égyptien, déjà sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, n'a pas beaucoup brillé en club avec Liverpool, encore moins lors de la CAN disputée à domicile. Les Pharaons ont été sortis dès les 8e de finale par l'Afrique du Sud. L'Algérien Riyad Mahrez avait remporté le titre en 2016. Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif a lui aussi livré une saison de haut vol et a brillé avec sa sélection. Nommé capitaine des Fennecs, Mahrez a notamment été l'un des principaux artisans du succès algérien lors de la CAN 2019, avec en prime une victoire en finale sur le Sénégal de Sadio Mané. Certainement pas suffisant pour bousculer le lion de la Teranga et le pharaon égyptien. Coéquipiers à Liverpool, les Reds, Salah et Mané ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs. Seule la Première Ligue leur a échappé au profit de Riyad Mahrez. Sadio Mané se détache beaucoup plus des 3, 4e au classement du Ballon d'Or devant Salah 5e et Mahrez 10e. Il a plus de chances de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain depuis El Hadjouf en 2002. Chez les dames, les 3 finalistes sont Adjara Nchout du Cameroun, Aziza Oshwala du Nigeria et Tembi Gatlana de l'Afrique du Sud. Les meilleurs coachs chez les hommes et les dames, jeunes joueurs et joueurs interclubs sur le continent seront également distingués. La cérémonie de récompense aura lieu le 7 janvier en Égypte. Et puis, nommé entraîneur d'Everton, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti fait d'une qualification européenne son objectif, tout en reconnaissant que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'équipes fantastiques ici, mais nous voulons être ambitieux, nous voulons être compétitifs et se qualifier pour l'Europe serait une bonne chose, a déclaré donc le technicien italien lors de sa première conférence de presse sans évoquer le mercato d'hiver. Ancelotti s'est dit satisfait de l'effectif à sa disposition. Son nouveau club est actuellement 15e de la Premier League. Voilà, on s'arrête ici pour le sport et on se retrouve demain. Merci. On se quitte donc avec cet énorme affichage de lumière qui illumine dans le stade de baseball de Washington National dans la capitale américaine. Quelques 2,5 millions de lumières de Noël, un sapin de Noël artificiel de 30 mètres de haut et une piste de patinage sur glace ont transformé donc voilà le stade en un merveilleux paradis hivernal. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.